Toutes les options sont sur la table. C'est l'avertissement de Donald Trump. Nous aurons le Groenland, oui, sûr, à 100%, a-t-il déclaré hier chez nos confrères de NBC. Le président américain n'exclut pas non plus l'usage de la force militaire pour acquérir ce territoire au lendemain de la visite de son vice-président, J.D. Vance, sur place. Il y a une bonne possibilité que nous puissions le faire sans force militaire, mais toutes les options sont encore une fois sur la table. Le ton ne cesse de monter avec le Danemark. Jusqu'où la première ministre danoise se rendra mercredi au Groenland. Un déplacement évidemment extrêmement symbolique. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue avec nos invités. Lucas Manger, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter. Vous avez réalisé Des trains dans la guerre, un documentaire formidable produit par Particule, qui produit 24 heures. Et c'est toujours disponible sur la plateforme de notre grand concurrent, voilà. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas. Marc Semo, bonjour, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Vincent Crouzet, bonjour, expert en renseignement, écrivain. Alors j'ai encore le mauvais livre, enfin c'est votre livre, Le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont, mais le tout dernier c'est sur comment vivre dans un monde en guerre. Jeunesse. Mais vous pouvez citer toute mon œuvre. Ah oui, comme ça va défiler dans ce cas-là les ouvrages. Nathalie Schrin, bonjour. Vous êtes française d'origine ukrainienne et membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Est-ce que Trump est prêt à déclencher la guerre avec le Danemark ? Trump est dans une posture impériale. Ça avait commencé avant même qu'il s'installe à la Maison-Blanche, quand il avait dit déjà annexer le Groenland, sans rien exclure, le canal de Panama et le Canada comme 51e État. Donc là, sur le Groenland, il reste dans la même logique. Et d'une certaine façon, ça montre, c'est caricatural de l'attitude de Trump, parce que sur le fond, le Groenland, c'est 57 000 habitants, je dis bien 57 000. Il y a déjà une immense base américaine, depuis d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, qui avait joué un rôle énorme tout au long des guerres froides et qui continue. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux sur l'Arctique. On voit très bien l'intérêt géostratégique des Américains de vouloir avoir la façade sur l'Arctique la plus longue possible. Elle a déjà l'Alaska. Le reste, c'est le Canada. De nouveau, avec le Groenland, elle aura un bout de façade. Être face à face à la Russie, bon, c'est important, mais il y a d'autres manières d'y arriver que de prendre la posture. Mais prendre la posture, ça plaît à son électorat. C'est montrer, voilà, moi je suis un président dans la veine de ce qu'était en son temps William McKinley, qui était un président du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, qui était le premier président impérialiste qui a élargi le territoire américain. Voilà, on a même donné le nom d'un volcan. Obama l'avait débaptisé, c'est le point le plus haut des États-Unis, et Trump l'a rebaptisé au nom de McKinley. Voilà, il est dans sa posture. On peut difficilement imaginer que dans une interview à la télévision, il dirait autre chose. Oui, mais là, on a dépassé depuis longtemps le stade de la provocation. Il le répète quasiment tous les jours, et là, il dit, contrairement à ce qu'avait dit J.D. Vance hier, l'usage de la force militaire n'est pas exclu. Non, mais ce qui est rassurant d'une certaine manière pour les Groenlandais, c'est à la fois la nullité géopolitique de l'administration américaine, parce qu'ils sont vraiment mauvais, et la réaction des Groenlandais. C'est-à-dire que faut pas, dans ce voyage de J.D. Vance, au départ, la femme de J.D. Vance devait aller assister à un moment très particulier de la vie du Groenland, une course de traîneau. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est absolument pas dans ce territoire de 57 000 habitants. C'est la course de traîneau annuelle au Groenland réunit toute la société groenlandaise. Les Groenlandais ont dit non. Vous ne venez pas à cet événement-là, c'est un événement de la société groenlandaise. D'ailleurs, les Danois, très intelligemment, ancienne puissance coloniale du Groenland, sont restés à l'écart de cette discussion, en laissant les Groenlandais gérer. J.D. Vance, le voyage de J.D. Vance au Groenland s'est terminé par un voyage dans une base américaine, c'est-à-dire chez eux. Il a posé son avion dans la base américaine, il est resté dans la base américaine, il n'est pas sorti de la base américaine et aucun Groenlandais n'est venu l'accueillir. Les seuls qui ont été à l'extérieur de la base étaient des Groenlandais avec des casquettes MAGA, mais pour un autre terme qui était « Make America Go Away ». Oui, le slogan avait été détourné. Le slogan « Make America Great Again » de Trump. Et donc, il y a un réveil absolument incroyable de la société groenlandaise, avec évidemment les Danois derrière qui s'inquiètent et qui réfléchissent et qui aident les Groenlandais. Mais ce qu'a suscité pour le moment l'offensive de Vance et de Trump, vous avez raison de le souligner, qui lui continue à dire
effectivement, à l'inverse de son vice-président, on l'aura de toute façon, s'il faut utiliser la force militaire, on prendra le Groenland. Les 57 000 Groenlandais dont parlait Marc à l'instant, font bloc, ont fait un gouvernement d'union nationale cette semaine pour dire c'est hors de question. Alors évidemment, les intérêts stratégiques, il y a un aspect, et beaucoup de diplomates américains le reconnaissent volontiers, un peu ridicule. Les Américains ont une puissance stratégique au Groenland déjà extrêmement importante. Ils tiennent le Groenland. Donc pourquoi essayer d'avoir plus ? Juste pour la lubie de Donald Trump qui avait proposé déjà en broker immobilier de l'acheter dans son premier mandat. Vincent Crouzet. Je pense que Trump n'a plus tout à fait ses esprits. Parce que d'abord, le Danemark est membre de l'OTAN, donc ça signifierait 2 pays de l'OTAN qui rentreraient en conflit, ça signifierait l'éclatement de l'OTAN. Alors là, Poutine aurait remporté une immense victoire. Ce serait la première fois dans l'histoire en fait de l'Alliance Atlantique que 2 pays au sein de l'OTAN rentrent en conflit l'un contre l'autre. Grèce-Turquie, c'était limite. Grèce-Turquie, oui, peut-être. Et puis surtout, il y a l'article 42.7 de la clause de défense mutuelle au sein de l'Union européenne, qui oblige tous les pays de l'Union européenne à venir en soutien au Danemark en cas d'agression militaire américaine au Groenland. C'est là où on se rend compte quand même de la dinguerie tout de même des annonces de l'administration Trump. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'il est prêt à rentrer en conflit avec l'Union européenne. Très clairement. Vu ce que dit J.D. Vance sur l'Europe depuis qu'il est en poste. Oui, mais là, c'est un pas supplémentaire. Ça paraît cohérent. Mais ça, c'est une stratégie. À chaque fois qu'il est à l'étranger, J.D. Vance aujourd'hui essaye de mettre un coin dans la politique européenne, de dire que l'Union européenne ne sert à rien, voire est un frein à la politique américaine. Et ce qu'ils font au Groenland. Alors, ce qui est compliqué dans l'histoire du Groenland, c'est que l'histoire entre le Danemark et le Groenland est quand même une histoire coloniale extrêmement difficile. Et extrêmement glauque. Et extrêmement glauque. Et que les Danois sont, prudents dans la manière dont ils soutiennent le Groenland, parce que le Groenland aspire à une indépendance. C'est là-dessus que jouent Trump et Vance, en disant, mais si vous voulez qu'on vous aide à être indépendant, donc pour eux, américains, on va vous aider. Il y a une histoire coloniale qui est très dure, qui est une histoire faite de souffrance, de stérilisation forcée des populations indigènes du Groenland. Donc, la stratégie de Trump échoue complètement de ce point de vue-là, puisque les Groenlandais et les Danois se rapprochent en ce moment, comme ils ne l'ont jamais été, sur une sorte de résistance à l'assaut américain. Ce qui lui arrive souvent. C'est-à-dire il déchaîne à chaque fois, oui. On le voit d'ailleurs sur les autres dossiers, des réactions opposées à ce qu'il cherchait. On rappelle que Donald Trump, qui a pris la parole sur NBC hier, en rappelant que toutes les options étaient sur la table, a pris le contre-pied de ce que disait son vice-président hier en déplacement au Groenland. Nous ne pensons pas que la force militaire sera nécessaire. Nous pensons que c'est logique. Et parce que nous pensons que les habitants du Groenland sont rationnels et bons, nous pensons que nous allons pouvoir conclure un accord du style de Donald Trump pour assurer la sécurité de ce territoire, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Nathalie Schrin. Moi, je pense tout de suite, je pensais au peuple, les Groenlandais, le Danemark. Je pensais à tous ces peuples qui sont en train de se lever en Hongrie, en Turquie, partout. Et on voit bien que Trump en a strictement rien à faire. Donc, il en a strictement rien à faire des peuples en Europe. Et en plus, il a rien à faire du peuple ukrainien. Donc, on voit bien que pour lui, ça n'existe pas. Mais je pense que à force de pousser les gens à bout, ils vont vraiment se mettre à dos l'Europe, les Ukrainiens. Vous imaginez, j'ai lu un truc sur Internet. Il y a un Américain qui disait oui, il faut vraiment aider l'Ukraine parce que si on n'aide pas l'Ukraine, vous imaginez que les Russes pourraient retourner les Ukrainiens et pousser à envahir l'Europe et même le Groenland, qui est aussi une terre qui pourrait nous aider à nous défendre. Donc ils sont en train de dire tout et son contraire et n'importe quoi. Tout le monde est perdu, mais je pense que ça va
ça va donner l'espoir finalement à tous ces peuples de retrouver leurs racines, etc., et de faire front et de garder les valeurs européennes et primordiales. Et je pense que finalement, tout ce qui se passe là aux États-Unis, ça va nous donner l'espoir de créer un monde meilleur et qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Moi, j'y crois, parce que là, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Et ce qui est fascinant aussi dans ce discours, chez Trump, c'est la poutinisation. C'est-à-dire, ce dont quoi Vladislav Surkov, qui a été un des idéologues de Poutine, se félicite en disant, voilà, finalement, ce que dit Poutine, ce que fait Poutine, maintenant, c'est en train de devenir la norme. Donald Trump fait pareil. Et il dit, d'ailleurs, dans une interview qu'il avait donnée à l'Express la semaine dernière, il dit, Donald Trump est beaucoup plus proche idéologiquement de Vladimir Poutine que d'Emmanuel Macron. Et de fait, c'est ça. C'est-à-dire, on considère que les plus grands ont vocation à régner sans partage dans leur zone d'influence. Entre grands, on se partage nos zones d'influence. Et ce que veut faire aujourd'hui Trump au Danemark, c'est mutatis mutandis, ce que fait Poutine dans ce qu'il considère être son étranger proche. Avant qu'on reparte en Ukraine, Lucas, si il n'y a pas de recours à la force militaire, quelle option reste-t-il à Donald Trump ? Aucune. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, dans le premier mandat de Trump, éventuellement, il aurait pu tenter de négocier ce qu'il avait fait à la fin de son mandat, une sorte d'achat au Danemark du Groenland. Et il y avait quelques Groenlandais, notamment des entrepreneurs groenlandais, qui étaient un peu séduits par l'idée, en se disant, finalement, il y a un beau paquet de fric à se faire dans une négociation, sachant, encore une fois, il faut le rappeler, que les Américains garantissent la sécurité militaire du Groenland, donc ils l'avaient déjà. Aujourd'hui, les déclarations de Trump et de Vance et de l'administration américaine en général ont réussi à souder les Groenlandais. Encore une fois, et Marc a raison de le rappeler, c'est 57 000 personnes. Mais c'est un territoire gigantesque et stratégique avec un accès aux routes, ce qu'on appelle les passages du Nord, c'est-à-dire les routes maritimes qui, avec le dégel d'une partie de l'Arctique, vont permettre aux navires de passer beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, en fait, ils se sont coincés tout seuls parce qu'en dehors de l'option militaire, il ne leur reste rien. Mais vous imaginez des soldats américains prendre d'assaut aujourd'hui. Alors, ils sont déjà sur place, donc c'est des bases militaires assez importantes. Ils ont une base spatiale, ils ont des bases aériennes, mais prendre d'assaut les 57 000 Groenlandais, ça sera en tout cas un test de la capacité européenne ou pas à réagir et à se mobiliser. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que cette option-là, la force militaire. Mais la jauge de Pitoufik est beaucoup plus basse qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait 6000 personnes à Pitoufik, maintenant il n'y en a plus que 1600. C'est simplement un escadron de protection en termes de personnel, donc il faudrait qu'ils amènent... Oui, mais est-ce que ça ne suffirait pas, Vincent, la capacité, même avec 1500 soldats, à prendre le Groenland ? Il pourrait le faire, militairement, il pourrait le faire. Mais ça serait diplomatiquement et stratégiquement une grosse erreur. Une catastrophe. Partons en Ukraine, sur le terrain du conflit, où nos envoyés spéciaux Thomas Misraki et Vincent Wartner, dans la région de Kharkiv, à la frontière avec la Russie, nous attendent. Thomas, loin de se laisser abattre, l'armée ukrainienne repart à l'offensive en territoire russe. Et après Koursk, c'est Belgorod qui est visé. Oui, l'Ukraine aurait opéré une percée dans cette région russe de Belgorod de l'ordre de 3 à 4 kilomètres. Principalement, les combats qui seraient très violents auraient lieu autour de deux localités et les derniers accrochages entre Russes et Ukrainiens auraient eu lieu vendredi. Attention cependant, ces informations, il faut les prendre avec précaution. Elles sont ces informations de l'agence Reuters qui cite un analyste militaire finlandais et des blogueurs militaires russes. Alors certes, ces blogueurs sont généralement des gens bien informés, mais officiellement, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, aucune confirmation sur cette percée en particulier. Alors il y a bien les Russes qui, il y a quelques jours, évoquaient avoir repoussé 5 assauts ukrainiens dans ce secteur. Volodymyr Zelensky avait dit qu'il y avait des opérations militaires ukrainiennes en Russie, en dehors de la région de Koursk, justement pour faire baisser la pression à Koursk. Et puis un membre du Conseil de défense ukrainien avait évoqué le 18 mars dernier la possibilité que l'armée ukrainienne soit active dans cette région de Belgorod pour faire baisser le niveau de la menace et pour éviter que la Russie n'accumule des troupes sur place. Il faut dire que les Ukrainiens s'inquiètent, vous le savez, d'une éventuelle grande offensive de printemps sur le nord de l'Ukraine, sur les régions de Kharkiv et de Soumy, deux régions qui ont une frontière commune avec celle de Belgorod.